Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Thomas Clavel. Bonjour et je vous remercie pour votre invitation. Et merci d'être avec nous. Donc vous êtes enseignant, vous êtes écrivain et vous êtes donc l'auteur de ces livres Un traître mot, Hôtel Beauregard et Le Jardin des femmes perdues aux éditions La Nouvelle Librairie. Et donc dans vos livres, vous dénoncez notre époque. On va revenir sur les thèmes de vos romans. Vos livres sont très bien écrits, on le dit pour nos auditeurs. Alors pourquoi Thomas Clavel, pourquoi vous n'êtes pas journaliste? Pourquoi si vous avez voulu dénoncer notre époque, pourquoi vous avez préféré utiliser votre plume pour défendre vos thèmes avec des romans et non pas en étant journaliste? C'est une question intéressante. J'ai été, je crois, journaliste dans une vie précédente. Disons que j'écrivais ici ou là des petits papiers, mais je crois que la vocation d'un romancier n'est pas de démontrer, mais de montrer. Voilà. Donc j'aime cette idée de laisser passer, pour parodier Stendhal, un miroir le long du chemin, afin de montrer, voilà, la vérité dans sa nudité. Oui, c'est ça. Et vous ne croyez pas vraiment à la neutralité et à l'objectivité des médias. Vous parlez de la trinité des 3 C quand vous parlez des médias. Ah oui, je crois que j'avais évoqué ça quelque part. Il y avait, il me semble, le covidisme, le climatisme et le clitorisme. Et j'ai voulu effectivement, je crois, à travers mes romans, mettre un petit peu en évidence ce diktat permanent, et notamment pour le 3e C, la question évidemment de la guerre des sexes dans ce dernier livre. Alors, covidisme et climatisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, pourquoi les médias sont focalisés là-dessus? C'est-à-dire que ce sont les 3 grands axes du mondialisme. Le mondialisme repose sur une peur mondiale et universelle. C'est précisément l'intérêt du climat et des maladies virales de ne pas présenter de frontières, d'offrir une espèce de monde absolument ouvert à tous les vents, et à toutes les infections. Et c'est pour cela que c'est une espèce d'immense opportunité pour évidemment les tenants du mondialisme, que d'observer, voilà, ces espèces de réalités transnationales. Donc covidisme, climatisme et clitorisme. Donc voilà, quelles sont vos inspirations? Vos inspirations, évidemment. On va revenir sur votre dernier livre, Le Jardin des femmes perdues, Thomas Clavel, mais il y a Flaubert, évidemment. Le personnage de votre livre, Jardin des femmes perdues, est une référence directe à Madame Bovary, parce qu'elle s'appelle donc Magali, Magali Bovary. Magali Bovary, non. Magali Bavoir, et qui est effectivement l'anagramme de Bovary. Voilà, parce que elles ont en commun, disons, ces deux personnages, comme Emma Bovary, Magali Bavoir répond à toutes les injonctions de son temps. Elle est férue, non pas de romans à l'eau de rose, mais de séries à l'eau de rose. Elle pourrait tout à fait regarder, par exemple, en ce moment, Emily in Paris ou que sais-je encore. Et voilà, donc elle répond à toutes ces injonctions féministes, largement mortifères, et elle ne se rend pas compte qu'elle est victime et prisonnière totalement de ces injonctions. Tout à fait. Mais donc, comment vous êtes inspiré de Flaubert, mais aussi de Barbey d'Aurevilly? Comment ces auteurs ont infusé en vous, et comment vous essayez de leur rendre hommage dans vos livres? Disons que influencés, en tout cas, ce sont des auteurs que j'ai lus et relus, et qui font partie, comme il est coutume de dire, de mon panthéon personnel. Voilà, j'ai plutôt tendance à aller piocher la mélodie de mes phrases dans le 19e siècle que dans la petite musique nihiliste contemporaine de nos autrices, comme on dit, qui sont portées au nu ici ou là. Et donc, je voulais revenir sur un de vos livres qui s'appelle Hôtel Beauregard aux éditions La Nouvelle Librairie, Thomas Clavel, qui est un livre donc, qui critique ce que vous appelez la dictature sanitaire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, comment vous avez ressenti le besoin d'écrire ce livre donc Hôtel Beauregard sur la dictature sanitaire?
Oui, ça a commencé avec la sidération, non pas du virus et de la pandémie de Covid-19, mais de la disparition des visages masqués, bâillonnés par évidemment tous les dictates qu'on nous avait imposés ici ou là. Donc ça a commencé avec cette espèce de sidération, de peur devant la disparition de notre humanité, la plus primitive, la plus essentielle. Et je voulais également croiser avec cette disparition du visage euh, le cyberharcèlement, la question du cyberharcèlement, puisque mon personnage principal, Axel, qui est une chercheuse en biologie marine, va faire évidemment les frais d'une chasse aux sorcières, précisément parce qu'elle a oublié de porter son masque à l'occasion d'une photo avec son groupe de chercheurs universitaires, et elle va être poursuivie d'abord version numérique et puis ensuite version physique. Elle va être poursuivie, pourchassée pour avoir porté son visage et non pas porté son masque. Et en quoi c'est honteux donc dans ce livre de cette disparition du visage? Comment ça change nos rapports sociaux entre les gens? J'ai remarqué qu'en réalité, lorsqu'on portait un visage, tous les coups étaient permis. Les gens pouvaient allègrement dans le métro se bousculer, pouvaient même marmonner des choses qu'ils se seraient probablement interdites dans d'autres contextes. Il y avait une espèce de descente bestiale, de descente aux enfers, de retour à une espèce d'expression animale du corps où les gens se regardaient les corps de leurs co-citoyens au lieu de regarder leur visage. Il y avait une espèce comme ça d'animalisation des hommes et des femmes, et c'était quelque chose qui m'avait paru essentiel d'étudier et d'analyser à travers un roman. Et donc, ce qui est drôle aussi, c'est que dans vos personnages, donc dans ce livre et dans Le Jardin des Femmes Perdues, ont des croyances. Ça, donc, ce sont des personnages qui ont des croyances. Et notamment, il y a un moment où il y a un personnage qui dit: mais est-ce que tu ne crois pas au virus? Tu ne crois pas à cette dictature? Donc, en réalité, ce monde de liberté qu'on nous propose est un monde aussi de croyances où il est interdit de ne pas croire. Oui, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Voilà. Donc oui, les croyances sont partout. L'œuvre de raison, les lumières sont bien loin, même si on est en pleine république, une république extrêmement républicaine et vigoureuse à l'endroit de ses croyances. Voilà, on est très très loin des lumières et du bon sens. Oui, des croyances, évidemment, quelles qu'elles soient. Et l'intérêt d'un roman, c'est justement de mélanger des personnages avec des croyances diverses et puis de les agiter, et advienne que pourra. Voilà, ce qui est intéressant dans un roman, c'est qu'il n'y a pas de vocation à démontrer encore une fois quoi que ce soit, mais simplement à jouer avec des petites marionnettes. Et vous parlez aussi de cette culture du bannissement, de l'effacement, pour ceux qui ne seraient pas covidistes dans ce livre, donc Hôtel Beauregard, ou qui ne seraient pas féministes dans Le Jardin des Femmes Perdues. Oui, c'est ça. Alors bon, ce dernier roman est une espèce de roman croisé, puisqu'il s'agit de deux journaux. Deux personnages qui sont des voisins de palier. Il y a un séducteur, Victor Sabran, c'est un coureur de femmes, c'est une espèce de synthèse accomplie de Don Juan, de Valmont et de Casanova. Et en face, sur son palier, à sa frontière, donc à sa frontière limitrophe et liminaire, eh bien, il y a cette Magali Bavoir dont on parlait tout à l'heure, qui est au contraire, elle, une synthèse accomplie du féminisme radical, du féminisme même misandre, qui va la pousser jusqu'à ses derniers retranchements. Mais est-ce que donc ces deux personnages ne sont pas le miroir inversé de l'un de l'autre? Donc ce sont des frères ennemis finalement, parce qu'ils sont tous les deux le fruit de la modernité, c'est-à-dire des hommes, des individus seuls et qui sont complètement désinformés ou complètement perdus en réalité sur les relations hommes-femmes. Absolument, ils sont perdus tous les deux dans une espèce de guerre des sexes, de lutte des sexes. Si la lutte des classes a pu être, comme pour paraphraser Marx, le moteur de l'histoire, la lutte des sexes, elle, peut probablement et potentiellement mener à la mort et à la fin de l'humanité. Si les hommes et les femmes décidaient un jour de ne plus avoir d'enfants, ce qui est plus ou moins la pente
en ce moment de la société, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de célibataires, subis ou non, que le taux de natalité s'effondre partout en Occident. Malgré les naissances évidemment halogènes qui augmentent de manière un petit peu artificielle ce chiffre. Donc on a effectivement une espèce de lutte des sexes en tout cas, et ces deux personnages l'incarnent parfaitement. Victor Sabran dans son journal va compiler une galerie de portraits de ses conquêtes, et puis de l'autre côté Magali va ruminer au contraire ses échecs respectifs, et elle va de plus en plus être fascinée par son voisin et passer ses journées l'œil collé à son judas pour voir ce que son bourreau de voisin fait aux femmes qu'il rencontre dans les rues. Parce que Thomas Clavel, votre livre, Magali Bavoir, c'est donc une féministe. Vous parlez de son journal intime, et donc c'est très très drôle, c'est assez jouissif de se mettre donc dans la tête d'une féministe. C'est-à-dire, comment vous avez fait donc pour avoir les mêmes références des féministes. Donc ce qui est assez drôle, c'est que c'est toujours alors il y a un moment où on sent que c'est toujours crédible. Et il y a toujours comment vous vous êtes dit, tiens, ça, il faut savoir doser entre ce que j'ai envie d'écrire pour vraiment détruire mon personnage, ou ce que j'ai envie d'écrire pour la défendre. Vous êtes sur une ligne de crête toujours entre j'ai envie que mon personnage soit crédible, et parfois soyons un petit peu extrêmes, ou justement parfois, tiens, donnons un petit peu plus d'épaisseur à ce personnage. Oui, c'est encore un des attraits de la littérature, c'est la liberté totale de ton qu'on peut employer. Les deux journaux sont antipodiques en tout, notamment au niveau du style. Le journal de Victor Sabran est extrêmement maîtrisé d'un point de vue formel. Le journal de Magali Bavoir est au contraire une espèce de logorée permanente avec des phrases qui n'en finissent plus. Donc je m'étais amusé à trouver deux styles, deux langues, deux voix, deux musiques radicalement opposées. Je me suis inspiré, disons, à la fois des femmes que j'ai pu rencontrer, soit dans mon environnement professionnel, soit tout simplement des femmes qu'on peut entendre ici ou là, à la radio, à la télé. Elle est quand même représentative. Voilà, par exemple, elle est représentative d'une certaine majorité aujourd'hui de cette voix un petit peu misandre et catégorique de ces femmes qui refusent l'enfantement, alors pour des raisons variées, par féminisme ou alors même par climatisme justement. Donc elle va se radicaliser au cours du roman d'ailleurs. Il y a une pente naturelle. Elle s'appelle Magali, c'est son prénom, mais elle va se faire appeler Maë à l'occasion d'une rencontre dans un club, dans un cercle militant, où elle va d'ailleurs faire une expérience lesbienne. Et voilà, elle est perdue dans un tourbillon idéologique qui la dépasse totalement, mais c'est à l'homme blanc, qu'elle en veut. C'est son voisin qui va en faire les frais, même si lui ne la considère pas beaucoup. Elle veut au contraire être considérée par lui. Elle ira jusqu'au bout. Et l'autre personnage, donc Victor Sabran, vous dites que c'est un Don Juan, mais donc à l'époque de Don Juan, donc de la pièce de théâtre de Molière, donc Don Juan, les normes sont chrétiennes, donc on sait qu'il est mal de coucher en mariage, il est mal de coucher avec une femme mariée, il est mal de faire sortir une femme du monastère du Carmel pour pouvoir coucher avec elle. D'ailleurs, c'est ce que lui reproche Sganarelle pendant toute la pièce. Et aujourd'hui, dans un monde de liberté, comment ce monde de liberté voir Victor Sabran, parce qu'en même temps il y a une liberté sexuelle, et en même temps ce qu'explique Magali, c'est que c'est un pervers narcissique qui ne pense qu'à avoir des conquêtes. Donc comment Victor Sabran, dans un monde de liberté sexuelle et à la fois de féminisme, arrive, quelle est la vision de Magali Bavoir sur cet homme qui est Victor Sabran? Alors vous avez tout à fait raison d'articuler liberté et libertinage. Qu'est-ce qu'être un libertin dans un monde qui n'a plus de règles, qui n'a plus de lois? Le libertinage, le grand libertin, avait besoin d'avoir un ennemi à abattre. Il avait besoin d'un ordre social et d'un ordre moral. Mais lorsqu'on nage dans le désordre moral, comme on peut le constater aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'être un libertin? Alors évidemment, il est lui aussi perdu dans la modernité. C'est un homme à l'ancienne, c'est un libertin à l'ancienne qui est perdu dans un monde sans normes, sans règles et sans lois. Il n'y a plus rien à transgresser. Alors il se rend compte de la vanité de son métier d'aimer. D'ailleurs, la descente aux enfers qu'il va vivre va confirmer dans cette lecture-là. Alors il se rend compte évidemment qu'être libertin dans une société dépravée n'a plus beaucoup de sens, mais il y a quand même un retour de l'ordre moral. Et ça, il s'en rend bien compte. Il y a un retour de l'ordre moral qui passe par une caste de féministes misandres et castratrices qui ne veulent plus entendre parler des hommes. Voilà, donc il est perdu à la fois entre une société de pur désordre moral et de l'autre côté l'irruption d'un ordre moral absolument mortifère et détestable qui ira frapper à sa porte directement. Et notamment, il essaye d'aller toujours plus loin. Donc, il essaye d'avoir des conquêtes. Il essaye d'avoir des conquêtes plus jeunes. Aussi, il refuse d'être sur les applications de rencontres parce que lui, ce qu'il aime, c'est la chasse, la traque et de réussir à conquérir une femme. Oui, alors c'est un piéton, c'est un chasseur, un marcheur, un observateur des rues, c'est un traqueur. Alors évidemment, il écume les jardins réels, pas seulement métaphoriques, les jardins parisiens notamment, donc le Luxembourg dont il est coutumier. Et voilà, donc il fait irruption, comme un chasseur, si vous voulez. Il va au devant des femmes. Alors évidemment, c'est pour ce genre d'homme que d'aucuns voudraient qu'on augmente la taille des trottoirs dans Paris. Oui. Mais bon, voilà. En tout cas, il joue toujours avec la limite entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ce qui est malséant et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, il connaît ce genre de limite, mais il va malgré tout faire les frais d'une implacable violence judiciaire. Je ne dévoilerai pas tout, mais qui lui tombe dessus comme la foudre. Voilà. Et c'est toujours cette histoire aussi de consentement, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est quelqu'un donc qui arrive à manipuler, c'est quelqu'un qui drague, donc c'est tout le rapport en fait tout le rapport homme-femme qui finalement qui avant, surtout sur Radio Courtoisie, on le sait, était de l'amour courtois, c'est-à-dire qu'on savait qu'une femme avait de la valeur et on avait de la valeur à partir du moment, et nous-mêmes, un homme avait de la valeur à partir du moment où il donnait de la valeur à sa femme, et là aujourd'hui, la femme est complètement niée et son regard est purement scientifique. C'est-à-dire que vraiment, il voit la femme comme un animal et lui-même, en fait, se réduit à un animal qui a envie d'assouvir ses pulsions. Alors c'est la question du consentement, bien sûr, qui je crois a fait l'objet du titre d'un livre récemment. La question du consentement est absolument essentielle. Ce qui est amusant, c'est que sa voisine de palier va d'ailleurs faire une première séquence, puisqu'elle est professeure d'art plastique, avec ses élèves, sur cette notion de consentement à travers l'étude du tableau de Fragonard, le verrou, le tableau où on voit une espèce d'hommes probablement libertins qui enferment, emprisonnent, verrouillent une conquête dans une chambre en fermant le verrou. Alors elle en fait une lecture évidemment extrêmement féministe en faisant passer Fragonard pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un féministe avant l'heure. Et donc voilà, donc elle fantasme sur cette absence totale de consentement qui régirait les relations hommes-femmes aujourd'hui, puisque pour elle, d'ailleurs, la militante lesbienne qu'elle va rencontrer, elle lui explique qu'une relation homme-femme hétérosexuelle ne peut pas être consentie puisqu'il y a ontologiquement, biologiquement une inégalité et elle lui fait miroiter les délices d'une relation homosexuelle et de l'autre côté, évidemment, Victor qui lui s'amuse de tout cela. Il a quand même une part c'est évidemment un séducteur et un coureur, mais il idéalise à chaque fois la femme qu'il va rencontrer. Au moins d'un point de vue esthétique. Et évidemment, très rapidement, cette idéalisation esthétique va sombrer dans une analyse psychologique ou intellectuelle radicalement critique dès qu'il aura
échanger quelques phrases avec sa conquête. Et voilà, c'est aussi l'objet de ce livre. C'est toute cette galerie de micro-portraits de jeunes femmes qu'il va rencontrer, qui sont toutes, je crois, assez différentes et uniques à la fois. Elles sont les mêmes têtes d'une même hydre qui est celle du désir, et il veut les trancher à chaque fois, et à chaque fois elle repousse. Et c'est voilà ce désir océanique, toujours recommencé, qu'il va exploiter et étudier. Et ce n'est pas le héros, parce qu'on pourrait croire que voilà, votre livre est édité à la Nouvelle Librairie, vous passez sur Radio Courtoisie, donc on pourrait penser que Magali Bavoir est l'ennemi à abattre du livre. Alors c'est vrai que c'est vraiment très drôle, hein, parce que ce livre est très drôle, il faut le rappeler, mais vraiment vous ne défendez pas pour autant Victor Sabran. Il est aussi ridicule, et en tout cas on ne rêve pas de sa vie, en tout cas en vous lisant. Oui, je crois que l'écueil de ce livre eût été justement de diaboliser Magali Bavoir et de diviniser mon héros, ce qui aurait été parfaitement vain et ridicule. Non, il est lui aussi perdu dans sa modernité. C'est un moderne, c'est un ancien perdu dans la modernité. Il est donc vain. Il a une forme évidemment de désir systémique, toujours recommencé, qui le rend un petit peu dérisoire. Et elle, évidemment, elle est à la fois victime autoproclamée des hommes, probablement également leur bourreau. Elle est ce genre de femme qui ferait dire à Paul Morand qu'il ne connaissait qu'un seul régime totalitaire, c'est-à-dire la femme. Hein, voilà. Donc, elle est à elle seule un régime totalitaire. Elle a son idéologie, elle carbure à l'idéologie. Elle a son œil, son Judas qu'elle observe en permanence. Elle est obsédée et obsessionnelle. Elle est pleine de fiel et de ressentiment. Donc, elle aussi est une moderne. Peut-être finalement malgré tout un petit peu moins sympathique, pour être honnête, que Victor, mais elle est un régime totalitaire à elle toute seule, elle ne s'en rend pas compte. Et ces deux vies, donc celle de Magali Bavoir et de Victor Sabran, c'est dans votre livre, Thomas Clavel, c'est cette médiocrité. Vous décrivez avec humour la médiocrité du monde moderne, et notamment donc pour elle, donc vous l'avez dit, qui est professeur d'art plastique et qui regarde des séries à l'eau de rose, ce que Fabrice Adjadj avait appelé de la pornographie féminine, et il y a lui qui est consultant, qui s'ennuie dans la vie. Et donc, finalement, c'est ce vide qu'a créé la modernité que l'homme et la femme essayent de combler par une relation homme-femme qui est complètement abjecte. Oui, et puis c'est un livre sur l'incommunicabilité, c'est-à-dire qu'ils sont voisins de palier, se sont pratiquement jamais adressé la parole. Ils vont malgré tout vivre une difficile et douloureuse histoire judiciaire, mais ils sont enfermés chacun dans leur chambre et chacun dans leurs journaux respectifs. Donc lui, évidemment, il court les rues, il fait des rencontres réelles. Il s'abouche à la réalité, et il la décrit d'ailleurs avec un œil de clinicien et d'expert. Mais enfin, il est lui aussi totalement perdu dans ce monde-là. Et sa voisine, elle ne fait que des rencontres absolument superficielles et futiles en salle des profs, sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres. Elle ne se rend même pas compte qu'elle n'est pas désirable. Alors évidemment, vous savez, elle se truque un petit peu, comme souvent sur les sites de rencontres. Elle va mettre des photos avantageuses, et puis lorsqu'elle rencontre dans la vraie vie tel ou tel prétendant, ça tourne court très rapidement. Et par exemple, elle a un de ses prétendants qui lui dit écoute, voilà, je viens de recevoir un SMS, mon meilleur ami est tombé de scooter, il faut que j'aille absolument le rejoindre à l'hôpital. Elle ne se rend même pas compte qu'il s'agit tout simplement d'une ruse très très bas de gamme pour s'en aller. Voilà, donc elle s'enivre à la fois de ressentiment, mais aussi d'aveuglement. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est parce que cette société féministe uniforme en réalité englobe les femmes dans une espèce de même glu idéologique, et elles ne savent plus qui elles sont.
Il n'y a plus le connais-toi toi-même qui devrait être finalement la première chose, le premier fondement de la conscience. Et voilà, donc je me suis amusé comme ça à manipuler ces deux petites marionnettes. Et Victor Sabran, lui aussi, évite parce que donc il est consultant. Alors c'est assez drôle parce que vous dites consultant. Alors on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Voilà, quand il y a des amis qui me disent qu'ils sont consultants, je ne sais jamais vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Alors vous parlez aussi de ces hommes qui n'ont plus de métier véritablement, qui ont du sens, qui n'arrivent même pas à expliquer aux gens leur métier et qui finalement font leur métier, font leur petit 35-40 heures, ou en tout cas gagnent, parce que Victor Sabran fait partie de la petite bourgeoisie tout de même. Il fait son travail, il gagne son argent et ça lui permet en fait de vaquer à ses occupations de soir, donc d'essayer de conquérir de plus en plus de femmes. Et oui, et puis c'est la France est le pays du tertiaire depuis qu'on n'a plus de paysans et qu'on a désindustrialisé la France, il n'y a plus que du tertiaire et pour la plupart des cas, des métiers dont on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Voilà, et c'est exactement pour ça que j'avais choisi ce métier de consultant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, on a des gens qui travaillent depuis chez eux, voilà, en distanciel. Oui, effectivement, c'est un monde qui a perdu aussi de son sens au niveau même du travail, c'est juste. Et est-ce que c'est pas ce livre, c'est un livre sur la fin de l'amour, parce que c'est terrible, parce que vraiment donc vous dites que donc c'est un livre sur le désir. Les deux protagonistes ont un désir fou. Et en même temps, on se rend compte qu'ils sont incapables donc de créer donc cette fusion qui serait la rencontre d'un homme et d'une femme pour créer l'amour, pour avoir des enfants et tout. Est-ce que c'est pas on a l'impression que c'est la fin de l'humanité, c'est-à-dire que finalement on va être chacun dans des appartements, on va même pas parler à son voisin d'en face et en fait on va pas perdurer l'humanité, quoi. Oui, c'est un livre sur le désir océanique totalement artificiel, avec des vagues artificiellement gonflées, et c'est un livre où les relations hommes-femmes sombrent très très rapidement dans le néant. Voilà, donc j'évoquais effectivement la mortifère lutte des sexes ou guerre des sexes à laquelle on assiste. C'est tout de même quelque chose qu'il faudrait analyser avec sérieux, ce que les médias ne font jamais. Ils s'en amusent, mais il y a quand même des choses, je crois, décisives qui se jouent, en tout cas concernant l'avenir de l'humanité en ce moment. Alors comment retrouver cet amour courtois alors? C'est une bonne question. Déjà, il faudrait que les femmes cessent d'avoir peur des hommes. Peut-être que les hommes se comportent aussi de manière un peu plus subtile. Je sais pas, retrouver tout simplement le plaisir de se côtoyer, de s'écouter. Et voilà. Et surtout, il faut cesser d'écouter France Inter. Il faut cesser absolument. Il faut que les femmes arrêtent d'écouter la radio. Je veux dire, il faudrait leur supprimer parfois toute forme de connexion à Internet ou à tout un tas de revues en ligne, quoi. Je pense qu'il faut retrouver la rue. Il faut retrouver la rue, les bistrots, les cafés, le plaisir d'échanger et sortir de chez soi. Voilà, le retour au réel. Et puis ces femmes peuvent écouter, et ces hommes peuvent écouter évidemment Radio Courtoisie et nous soutenir sur le site radiocourtoisie.fr. Merci beaucoup Thomas Clavel. On rappelle le titre de vos livres, donc je vous remercie. Un traître mot, Hôtel Beauregard, donc sur le Covidisme, sur la dictature sanitaire, et Le Jardin des femmes perdues. Tous vos livres sont aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Thomas Clavel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.